Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de la saga Mad Max, ou plutôt de comment on est passé de la furie au furoncle. Parce que oui, Mad Max c'est un nom qui claque, c'est un titre légendaire, c'est un mythe post-apo du cinéma, poussiéreux, rugissant, censé incarner la sauvagerie brute, la déchéance stylisée, le chaos motorisé, bref, vous connaissez plus ou moins les bails. Mais tout ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, ce qu'on a, c'est 40 ans d'incohérence cinématographique, de films qui partent dans tous les sens, de persos écrits au stabilo usé et d'univers aussi cohérent qu'un tutoriel Steam traduit par Google. On t'a vendu une saga culte, indomptable, borderline barbare. Tu pensais tomber sur un espèce de mix entre la horde sauvage de Peckinpah, Apocalypse Now et Akira en pick-up, et malheureusement tu t'es retrouvé devant un flic en jean moulant qui pleure sa meuf, avec des types en slip de cuir qui font du roller, une Tina Turner en jupette et un défilé de mannequins échappé de chez Vogue. Et avec saupoudré au-dessus, des dialogues qui feraient passer les feux de l'amour pour du Shakespeare. Alors les mecs, et je vous le dis tout de suite, dans cette vidéo on va faire le ménage les amis, pas avec un plumeau mais avec un lance-flamme. On va y aller film par film, du tout premier Mad Max en 79 jusqu'au beat sonore de Furiosa sorti en 2024. On va démonter chaque morceau de cette machine rouillée, gratter sous la peinture post-apocalyptique pour voir s'il reste autre chose que de la tôle vide, et surtout, on va rigoler. Beaucoup, parfois jaune, souvent noir, parce qu'il y a clairement de quoi faire sauter une Durito 2. Et on parlera même du jeu vidéo Mad Max les amis, qui, selon les rumeurs, que je suis sûrement le seul à faire circuler, serait la meilleure œuvre Mad Max ever. Rien que ça. Donc clairement, la vidéo sera longue, et il s'agira donc de promesses non tenues, de héros qui disparaissent de leur propre film, de méchants attifés en cosplay de BDSM agricole, et un monde qui ne tient debout que par la grâce de l'absurde et du bon vouloir des scénaristes. Alors sans plus attendre, c'est parti pour la chute de la saga Mad Max. Comme dit, on va revenir jusqu'en 1979, à l'époque où Max était flic, et surtout à l'époque où on était déjà fatigué, parce que l'Australie en 79 découvre le punk, le cuir et les décors vides. George Miller, évidemment le créateur de la saga Mad Max, sort de ses études de médecine et décide que les soins intensifs, c'est bien, mais que faire des films sur des motards qui crient dans le vent, somme toute, c'est mieux. Et le résultat, c'est Mad Max, un film à petit budget, moins d'$1 million australiens à l'époque, ce qui est vraiment rien du tout, tourné avec 3 bouts de ficelle, 4 épaves et probablement un micro emprunté à une radio locale. Et Mel Gibson, évidemment le Mel Gibson d'avant les dérapages et d'avant les films en araméen sous acide, y joue Max Rokatansky. Un jeune flic dans un monde pas encore totalement post-apocalyptique, mais qui sent déjà un peu la décomposition. La civilisation est sur le point de s'effondrer, mais pas assez pour qu'on échappe à l'administration, les commissariats en tôle ondulée et aux scènes de bureaux interminables. Et c'est un peu ça le twist du premier Mad Max, les amis. C'est pas vraiment un film post-apo. Voilà, c'est un film de flics à moto qui ont oublié d'éteindre les néons. Un film où les gangs ressemblent à des figurants de concert de Kiss sous en fait. Un film où le gang de Toe Cutter, interprété par Hugues Kearsarge, qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard en Immortan Joe, ils sont littéralement des punks hurlants qui volent des bagnoles et rigolent comme des hyènes. Un peu comme si les Teletubbies avaient fusionné avec les Hells Angels après un stage de théâtre expérimental. Et Max, lui, commence le film en héros banal, genre fonctionnaire en burn-out au volant d'une Interceptor, et puis sa femme et son enfant se font tuer par des punks parce que bien sûr, évidemment, ce qui l'amène à devenir Mad. Évidemment, Mad Max, vous l'aurez compris. Traduction, il devient pas vraiment Mad, d'ailleurs on en parlera, c'est juste qu'il met un slip de cuir et qui se met à froncer les sourcils, et que, accessoirement, il part en croisade de vengeance façon western routier. Enfin voilà, croisade entre gros guillemets, parce que là, clairement, ça dure à peine 10 minutes à la fin du film. Et le problème avec ce film, justement, c'est que à la base, on nous vend une espèce de montée vers la folie, genre une tragédie grecque sur une route poussiéreuse, on nous vend une société en train de s'effondrer, mais encore attachée à ses dernières règles, et surtout, on nous vend un Mad Max, un mec complètement fou, un mec qui perd tout et qui devient une légende, en fait. Sauf que, en réalité, ce que le film nous donne, c'est 1 heure de blabla, 20 minutes de poursuite, des dialogues tellement plats qu'on dirait des punchlines de flics de série B, une ambiance terne entre gris poussiéreux et orange délavé, qui te donne juste envie de repeindre l'écran en noir, juste pour qu'il se passe quelque chose. Et pourtant, malgré sa mollesse narrative, le film a un charme bizarre, une espèce d'énergie crasseuse, de nihilisme poisseux. C'est lent, mais il y a un ADN, un ton, un univers qui te donne peut-être envie de voir ce que ça deviendra quand tout sera vraiment parti en fumée. Et spoiler, Mad Max 2 sera beaucoup mieux. Avant de passer justement à Mad Max 2, donc la suite, j'aimerais quand même souligner un fait important, voilà. C'est que Mad Max 1, c'est un peu comme une session de jeu où tu passes 90% du temps à farmer pour acheter une meilleure voiture ou un meilleur équipement. Et les 10% restants, c'est de cramer tout le monde. Et donc le problème, c'est que ce film, ce n'est
qu'un prologue, et on va en parler. Parce que là, je vous ai un peu teasé mes principales critiques vis-à-vis de ce premier film, donc Mad Max, et justement, on va creuser un peu l'affaire tout de suite. Bon, alors on va parler déjà du soi-disant côté ultra violent du film, puisqu'on m'avait promis encore une fois, à la base, avant que je me mette à regarder ce premier film, quelque chose de sale, de viscéral, un truc qui sent la poudre et le sang séché. Résultat, je l'ai déjà dit, on a juste des mecs qui tombent à moto au ralenti, une jambe cassée hors champ et un gamin écrasé dans une ellipse qui est tellement molle qu'on se demande si le monteur n'a pas zappé la scène par erreur durant la post-production. Et Max, encore une fois qui est censé devenir Mad, d'autant plus que c'est écrit dans le titre quand même, bah il passe les 3 quarts du film à faire des tours de bagnole en fronçant les sourcils, avec autant de rage qu'un mec qui vient d'apprendre qu'il a plus de pain au raisin à la boulangerie. Son pétage de plomb entre gros guillemets, franchement, c'est juste qu'il attache un type à une voiture, lui donne une scie à métaux, le laisse choisir entre sa main et sa vie. Ouais, c'est tout quoi. Tarantino a fait plus choquant avec un dialogue sur les burgers. Et franchement, si tu veux voir un film où un mec devient vraiment mad, bah regarde la filmographie de Sam Peckinpah. Et tout particulièrement bien évidemment, le film Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, sorti en 74, où là, t'as un film plein de crasse, de sang, de désespoir, de whisky renversé sur un cadavre dans une bagnole en feu, avec Warren Watters qui transpire la démence. Là, tu vois un Mad Max d'une certaine manière. Sauf que Mad Max, le vrai film, bah, c'est un téléfilm justement. C'est grincheux, c'est mal cadré, avec des méchants déguisés comme des cosplayers de sous-sol, et un héros qui passe plus de temps à mettre son blouson en cuir plutôt qu'à le salir. Et je vous parle même pas du world building, c'est-à-dire que la construction d'univers, franchement, George Miller l'a oublié aux toilettes, parce que c'est une autre grande illusion du film, le monde post-apo. Parce qu'en vrai, il y a rien, il y a pas de balles quoi. On nous dit que la civilisation est en train de s'effondrer, mais en vrai, le film se déroule dans une bourgade australienne parfaitement fonctionnelle, avec des routes entretenues, des radios qui marchent, des policiers qui remplissent de la paperasse, même les stations-service sont ouvertes. C'est le genre de futur où tu peux encore te prendre un PV pour stationnement gênant. Et comment on en est arrivé là? Pourquoi les flics sont en cuir intégral comme des catcheurs BDSM? Pourquoi les gangs sont en roue libre pendant que l'État semble juste s'en foutre? Mystère total. Miller a certainement oublié d'écrire la page contexte, visuellement. Il n'y a pas vraiment d'exposition. Et le côté expérimental, non mais laissez-moi rire, parce qu'il y a vraiment ce mythe un peu autour de ce premier film Mad Max, du côté expérimental, genre George Miller serait un visionnaire du chaos cinématographique. Mais là aussi c'est du flan. C'est du flan au caramel les amis, on va pas se mentir. Si tu veux vraiment un film barré, expérimental, vraiment en roue libre, par exemple, tu peux regarder Essential Killing de Jerzy Skolimowski. Parce que là, en gros, dans ce film, t'as un taliban muet perdu dans une forêt polonaise qui attaque une cycliste enceinte pour boire son lait maternel directement à la source. Là, tu vois un film qui a des choses à dire, même si clairement tu les comprends pas et que t'as peut-être pas envie de les comprendre. Tu vois donc ce pauvre taliban en train de défoncer les pauvres polonais à coups de tronçonneuse, se retrouver dans des espèces de délires métaphysiques, dans des meutes de chiens bizarres. Enfin, je veux dire, clairement, tu sens l'expérimental dans ce film expérimental. Et même l'un de mes pires films ever, El Topo de Jodorowsky, qui est pourtant, encore une fois, une sorte de délire mystique, sous champi, filmé dans un désert avec des nains et des lapins, arrive à créer une ambiance, une proposition, une vision. Sauf que dans Mad Max, il n'y a pas de mad et il n'y a pas d'expérimentation, il n'y a rien du tout. C'est ouais, et si on faisait un film de vengeance avec un budget sandwich? C'est tout ce qu'il y a d'expérimental dans ce film, les amis. Et franchement, je vous le dis, en vérité, Mad Max, premier du nom en tout cas, c'est un film mythifié a posteriori. Il a la patine du culte, mais il n'en a ni la folie, ni le fond. On l'aime pour ce qu'il annonce, c'est-à-dire Mad Max 2, mais pas pour ce qu'il est. C'est une coquille vide avec un peu d'huile de moteur dedans, un prologue mal écrit, qui ne tient debout que parce qu'on sait ce qui viendra après, et le vrai Mad dans ce Mad Max, le vrai cinéma expérimental et dangereux, bah il est ailleurs. Il est dans Sam Peckinpah, il est dans Skolimowski, il est dans Zulaski même. Je veux dire, bon, on peut trouver encore beaucoup de ski, y a pas de souci. Mais il est certainement pas dans ce téléfilm australien où le seul choc c'est de voir Mel Gibson avec encore une étincelle dans le regard. Et bon, on va passer directement à Mad Max 2, donc The Road Warrior, sorti en 81, où clairement le slip de cuir a remplacé la civilisation. Puisque là, changement de ton immédiat, on n'est plus dans le proto-flic téléfilmé d'une banlieue de Melbourne, on est en plein post-apocalypse furieuse, avec un décor qui ressemble à une casse automobile géante après un festival de bondage. La civilisation est partie, l'eau est rare, l'essence devient plus précieuse que le sang, et Max, bah, il est plus mad. Mais dans le bon sens, cette fois, le gars est taiseux, hagard et armé jusqu'aux dents. Mel Gibson reprend le rôle avec ce regard vide du type qui a vu 3 épisodes de Derrick à la suite. Il parle quasiment pas dans tout le film, mais c'est une bénédiction. Déjà parce que le doublage français est à la limite de l'AVC, mais surtout aussi parce qu'on a le Max qu'on attendait. Un chien errant qui mord avant de grogner. Un loup solitaire avec un chien littéral. Et le Kleps joue mieux que la plupart des acteurs du casting. On va pas se mentir, mais bon, ça à la limite, c'est une autre histoire. Bon, le pitch rapidement.
Encore une fois, le scénario tient sur un filtre à huile. Max tombe sur une communauté de gentils hippies pétroliers, assiégés par une bande de tarés fétichistes qui veulent leur essence. Et le tout dirigé par le mythique Lord Humongus, voilà, bodybuilder scandinave masqué, mix parfait entre un catcheur, un despote et un videur de boîte gay SM berlinoise. Et avec son second, là, Wes, je sais pas comment tu veux appeler ce connard, qui hurle toutes ses répliques comme s'il venait de s'étrangler avec un cric. Franchement, c'est un truc de fou. Max propose de les aider à fuir avec leur camion-citerne en échange de carburant et en gros, il va jouer les Uber routiers dans Mad Max Fury Delivery. Et c'est là que commence ce qui est probablement la meilleure séquence de poursuite motorisée jamais tournée jusqu'en 81. Un balai de véhicules custom, des explosions, des mecs attachés sur les capots, des harpons, des arcs, des chaînes, des cris, un opéra de ferraille et de cambouis. Et évidemment, quand on parle de ce film, c'est difficile de ne pas parler de cette espèce de gosse sauvage bizarre là, cette espèce de mini-Mowgli mutique à la coupe mulet et au regard vide, armé d'un boomerang en métal affûté qui coupe les doigts comme des knackis. Le mec ne parle pas, il grogne, il vit dans la terre et il est probablement vacciné contre le tétanos depuis la naissance. Le moment où il balance son boomerang et qu'un des méchants se fait littéralement scalper les doigts façon charcuterie tranchée trop fine, c'est du pur nanar céleste. C'est involontairement drôle, mais c'est mythique. Il représente parfaitement le film, ce gamin. À moitié ridicule, à moitié génial et complètement engagé dans sa propre logique démente. Et les thèmes aussi sont plus ou moins intéressants. Mad Max 2, c'est un peu de la pure parabole sur la décadence du monde moderne. L'essence devient l'ultime ressource, les gens s'entretuent pour une goutte d'or noir, et les méchants sont tous sapés, comme à l'Eurovision de l'an 3000. Le message est simple. Le vernis de la civilisation, c'est un pare-brise de Trabante. Ça pète assez vite. Et le film est visuellement cohérent. Tout est rouillé, trafiqué, réparé à l'arrache. Il y a une vraie esthétique de la débrouille dans ce film qui donne du poids au monde. Et George Miller, cette fois, filme comme un chirurgien psychopathe. C'est rapide, c'est visible, c'est cruel, c'est brutal, c'est stylisé. Il n'y a pas de gras, il n'y a que de la tôle froissée. Mais, vous me connaissez, il agit les grilles pour vous servir. Il y a quand même des trucs que j'ai pas aimé dans ce film. Parce que même s'il est considéré comme étant le chef-d'œuvre de la saga, et clairement oui, en termes de film, c'est le meilleur, ou plutôt c'est le moins mauvais, il y a quand même pas mal de trucs qui posent problème dans ce film. Déjà, le scénario est anorexique. C'est-à-dire que, en gros, c'est quoi le scénario ? C'est, écoutez les mecs, on va pousser un camion d'un point A à un point B. C'est un film Ikea. On suit juste le manuel pour assembler une poursuite, c'est tout. Le look des méchants, d'ailleurs, est passé du punk à l'absurde complet, avec des mecs avec des plumes dans je ne sais où. Ils sont à moitié à poil, même dans 300, ils portaient des slips en cuir. Franchement, là, c'est ridicule. Le gamin en boomerang aurait dû crever 20 fois, je tiens à le dire aussi. On le lance dans les lignes ennemies comme un frisbee possédé, mais il revient toujours entier. C'est un glitch ambulant, une sorte de Yoda prépubère qui ne sert que de mascotte. Et le verdict, c'est que, Mad Max 2, c'est le vrai début de la saga. Le premier film, c'était éclaté au sol, c'était le brouillon. Alors qu'ici, on entre dans le dur. On a des poursuites qui méritent leur réputation, un univers enfin délirant, une brutalité qui enfin suinte à l'écran, et Max devient enfin un archétype. Un homme sans attache, sans mots, sans destination, le cow-boy nucléaire de l'ère du pétrole évaporé. Et évidemment, c'est con, c'est même très con par moment, too much à d'autres, mais au moins ça propose quelque chose, ça propose un monde, ça propose une énergie, ça propose une brutalité graphique. C'est le genre de film qui t'explose à la gueule sans te demander la permission. Et ça en 81, c'était une claque. Et oui. Après en termes de symbolisme dans Mad Max 2, c'est pas un truc de fou. En gros oui, la raffinerie c'est l'illusion du progrès, les punks c'est l'anarchie. Non, en vrai le film ne s'embarrasse pas trop de ça. C'est-à-dire que c'est un monde qui n'a plus de morale, plus d'idéologie, il y a juste des fous, des survivants, des bagnoles, une lutte absurde pour un peu d'essence. C'est la seule philosophie du film, j'en ai déjà parlé. En gros, c'est la vitesse. Avancer ou mourir, point barre. Faut pas trop chercher. Midi à 14h, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment un film que j'apprécie tant que ça, Mad Max 2, mais c'est un film. C'est-à-dire qu'il y a une proposition, tu la prends ou tu la prends pas. C'est pas comme le premier film où il y a rien. Voilà. Au moins, dans le second, on te propose quelque chose. Après, c'est à toi de voir si t'acceptes ou pas. En parlant de propositions un peu bizarres et un peu baroques, on va parler de Mad Max 3, sorti en 85, donc Beyond Thunderdome, au-delà du Dôme de Tonnerre, ou le moment où George Miller a voulu faire du Spielberg dans le désert. Parce que oui, Mad Max 3, c'est comme si la saga avait pris un coup de soleil sur la nuque, oublié qui elle était et décidé que ce serait une bonne idée de coller des gosses qui parlent comme des mimes amnésiques au beau milieu d'un monde de brutes en slip. Alors voilà, vous l'aurez compris, on va descendre ensemble dans le trou noir de la saga. Alors, on va revenir en 85, puisque le film Au-delà du Dôme du Tonnerre est sorti en 85, et justement, le film est allé au-delà du dôme. Ce qui est dommage, en fait, ironiquement, parce que c'est justement dans le dôme que le film est bon. En gros, l'intro du film est assez hypant.
Donc on retrouve Mad Max avec des cheveux longs, pourquoi pas après tout, et il arrive à Bartertown, une sorte de Las Vegas du chaos, tenu par Anti-Entity, donc une espèce effectivement de Tina Turner en armure dorée et talons compensés qui vont avec, qui a l'air de sortir tout droit d'un défilé de fusion entre Mad Max et Balmain. Elle est stylée, elle est charismatique, elle te regarde et t'explose la gueule avec une simple punchline. Et à ce moment-là, franchement, le film est relativement cohérent, c'est-à-dire que franchement, moi j'y croyais, jusqu'à ce moment du film. Et encore une fois, il n'y a rien à dire. Le combat dans le dôme du tonnerre entre Max et Master Blaster, une espèce de créature à deux têtes avec un petit boss chauve en haut et un colosse masqué en bas, c'est du pur génie visuel. Les mecs sautent à l'élastique, s'envoient des coups de masse en plein vol, grimpent aux parois. C'est un peu du cirque romain 2.0, du pur Mad Max, brutal, absurde, spectaculaire. Et ça, c'est bien. Voilà. Le problème, c'est qu'après ça, il y a plus ou moins encore 30-40 minutes. Et c'est le souci parce que tout ce qui vient après dans ce film, c'est du carton-pâte sur fond de morale à la Walt Disney. Parce que je vous le dis, la deuxième moitié, c'est les Goonies du désert. On arrive à la tribu d'enfants et c'est la chute libre. Max se réveille dans une espèce de cité perdue habitée par des mots. Tous parlent comme s'ils avaient appris l'anglais en écoutant un magnétophone cassé, avec des phrases du style « Ouais, c'est le before time, dans le long time ago, où le monde n'avait pas crashé dans la grande casse, you know ?» Non, franchement, on dirait du Tolkien en version caillou dans la bouche. Chaque dialogue est une tentative de poésie orale, mais ça sonne comme un élève de CE2 qui imite un chaman sous LSD. Et tous ces enfants ont développé une espèce de mythologie autour d'un pilote d'avion censé revenir les chercher. En fait, c'est Peter Pan rencontre Apocalypse Now, mais sans la poésie ni la moiteur, c'est juste du sable et de l'incohérence. Et Max, dans tout ça, il devient leur grand frère bourru, leur guide spirituel, leur babysitter de l'enfer. Il leur apprend à survivre, à fuir et à ne pas mourir trop bêtement. Il se transforme en fait en Kevin Costner dans Waterworld, sauf que le film n'a même pas l'excuse d'avoir beaucoup d'eau. Il faut vraiment dire que ce film a été fait à moitié en pilotage automatique. George Miller venait de perdre l'un de ses amis proches, c'est-à-dire Byron Kennedy, coproducteur des 2 premiers Mad Max, et du coup, Miller a confié une bonne partie de la réalisation à George Ogilvy, un metteur en scène de théâtre. Résultat, la première moitié, c'est-à-dire à Bartertown et autour du Dôme du Tonnerre, c'est du pur Miller. C'est crasseux, c'est dynamique, c'est punk. Sauf que la deuxième moitié du film, c'est une espèce de fable pour enfants orphelins au haillons, pleine de symboles et de métaphores, mais aussi plate qu'une galette de bouse. Et ce que le film gagne en ambition, il le perd en crocs, il le perd en dents, il le perd en griffes. C'est un Mad Max sans rage. C'est un film qui veut dire des choses sur la transmission, sur la reconstruction, sauf que t'es venu pour des mecs attachés à des voitures en feu, pas pour voir des enfants jouer à Robinson Crusoe dans une cage à poules. Et pourtant, le pire, c'est que dans ce film, il y avait du potentiel. Encore une fois, Tina Turner en méchante, c'est vraiment très bien. Bartertown est iconique en termes de décor post-apo. Le Dôme du Tonnerre est un chef-d'œuvre de mise en scène. Et le reste, malheureusement, c'est un long tunnel vers l'oubli. Même la musique part en sucette. Tina Turner, encore elle, te balance un We don't need another hero, un peu en mode hymne humaniste pseudo-religieux, pendant que les enfants racontent leur nouvelle société. T'as juste envie de leur dire, non mais, vous vivez dans une ruine en torchis, les mecs, calmez-vous avec votre légende urbaine. Et le pire, c'est que malgré tous ces errements à la recherche du public Disney, Mad Max Beyond Thunderdome n'est pas une coquille vide, c'est même, sur certains aspects, le film le plus créatif et généreux en idée de la saga. Le souci, c'est qu'il a tout misé sur un monde dense, vivant et délirant, pour finalement partir sur un épisode de Tom Sawyer dans le désert nucléaire. Et franchement, c'est juste embêtant, quoi, parce que, encore une fois, ce film nous offre le meilleur world building de la saga, la meilleure construction d'univers. Et oui, déjà Bartertown est une vraie ville, pas juste un camp de survivants en slip, c'est une société marchande avec ses règles, son économie, ses dealmakers, ses truands, son armée, son système politique. T'as des tribunaux improvisés, des duels régis par des slogans, des marchés où tu peux littéralement échanger n'importe quoi. C'est pas juste ouais, l'essence est précieuse ou ouais, comment on recrée la civilisation avec des bouts de plastique et de la méfiance. Non, non, le concept même de la ville alimentée par de la merde de cochon, parce que oui, littéralement, la centrale énergétique de Bartertown est une station de biométhane où des porcs produisent du carburant. C'est génialement absurde et terriblement logique. C'est du Mad Max au carré, c'est crasseux, c'est déglingué et c'est efficace. Et le duo Master Blaster en est la plus belle représentation. La tête et les muscles, littéralement montés l'un sur l'autre. Il y a un nain rusé manipulateur monté sur un colosse stupide. Je sais pas si c'est une métaphore sociale, une farce grotesque, et peu importe finalement, ça fonctionne. Et ça ne ressemble à rien d'autre dans le cinéma de l'époque. Et c'est même pas fini parce que ce film, comment dire, a marqué la pop culture. Parce qu'il y a quand même un gag visuel qui est totalement passé dans la culture populaire, comme une espèce de virus génétique, mais personne ne donne à Mad Max 3, c'est l'autre de noblesse, parce que c'est lui qui a sorti la séquence la première fois. Et donc, de quoi je vous parle ? Je vous parle de la scène où Max doit déposer ses armes avant d'entrer dans Bartertown. Alors, on lui dit en gros, écoute mec, si tu veux entrer dans la ville, va falloir effectivement nous donner toutes tes armes. Et la blague, qu'est-ce que c'est ? C'est que Max commence à vider ses poches sur la table pendant plus ou moins 2 minutes. Le mec nous sort des couteaux planqués dans les bottes, flingue dans le dos, lame de rasoir dans la manche, mini-grenade dans le slip, arme à feu dans la capuche, et tout ça sous les regards blasés des gardes qui n'en peuvent plus d'attendre que l'inventeur se termine. Et cette scène a été reprise partout. Dans Sinbad, le film d'animation, dans Hot Shot 2, dans Les Simpsons, dans Spy Hard, dans Men in Black. Mais le truc, c'est que ce gimmick, cette séquence marrante, c'est ici qu'on le voit poser comme une perle dans une décharge. C'est Mad Max 3 qui l'a gravé dans le marbre. Et tout ça, pourquoi au final ?
juste pour nous coller des gosses durant la deuxième partie du film, sortis de Hook sous kétamine. Parce que voilà, tout ce génie world building est piétiné dès la seconde moitié du film, quand Max quitte Bartertown et tombe dans le royaume des marmots attardés. Comme s'il avait changé de film sans s'en rendre compte. On passe d'un univers baroque, cruel et délirant à une sorte de version mal digérée de Seul au monde croisé avec un mauvais épisode de Code Lyoko. Et surtout, ça casse tout ce qui fait Mad dans Mad Max. Mad Max, à la base, c'est censé être la folie, l'égoïsme, le chaos, la brutalité du monde qui ne laisse plus de place à l'innocence. Et là, soudainement, on nous colle des dialogues pseudo-prophétiques entre des gosses qui vivent dans un ravin et se racontent des histoires d'avions tombés du ciel. On n'est plus dans Mad Max, on est dans les enfants de la dune, mais en 3e section maternelle. La menace disparaît, l'univers s'adoucit, Max devient un protecteur, un papa de substitution, il ne grogne plus, il s'occupe, il sauve, il moralise, alors qu'à la base, c'est un personnage qu'on aimait pour son ambiguïté morale, qui est devenu un archétype hollywoodien. L'homme qui retrouve son humanité au contact de l'innocence. Sérieusement, à ce stade, il aurait pu adopter un Golden Retriever et partir au ralenti sur la plage. Franchement, ça aurait été la même chose. Et en plus, même au-delà de ça, un des gros problèmes, c'est que le film a été noté PG-13. C'est-à-dire que n'importe quel gamin peut le regarder. On ne voit plus une goutte de sang, les morts sont suggérés, les coups sont mous et la violence devient cartoon. L'univers entier en souffre. Mad Max sans la peur, c'est juste Mad Max 3 en fait. Et à la fin, le dépôt de bilan de Mad Max 3, c'est que c'est le film le plus riche en idées de la saga, mais aussi le film le plus trahi de la saga. Au-delà du Dôme du Tonnerre, aurait pu être le sommet donc de cette franchise en termes de richesse d'univers, de structure sociale post-apo crédible et grotesque. Il avait tout, un antagoniste charismatique, un décor inoubliable, une mythologie délirante mais fonctionnelle, mais le film s'est sabordé à mi-parcours pour devenir une fable sur l'innocence, sur le rêve d'un monde meilleur, sur des mômes qui bâtissent le futur. En gros, si j'avais voulu voir ça, j'aurais juste maté Wall-E. Franchement, je vous le dis. Bref, voilà, on va arrêter avec ce massacre de films et on va écouter massacrer de nous-mêmes un autre film, un film qui est sorti quasiment 30 ans après. Évidemment, Fury Road. Alors, je vous le dis, je vais prendre des risques durant cette partie, parce qu'on va pas se mentir, Fury Road, c'est un des films les plus appréciés, non seulement de la saga Mad Max. À la limite, là, c'est même pas trop une surprise, parce que bon, les films Mad Max sont pas si incroyables que ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est surtout l'un des films post-apocalyptiques les plus appréciés de tous les temps. Tout simplement, je vous le dis. Au-delà même de la saga Mad Max, c'est un film qui est révéré depuis 2015 comme étant l'un des top 10 des meilleurs films post-apo de l'histoire du cinéma. Donc effectivement, je sais qu'on va m'insulter de rage baiter, de mecs qui essaient d'aller à contre-courant de la pensée générale juste pour faire le beau. Bon écoutez, c'est un risque que je suis prêt à courir, parce que clairement ce film est tellement encensé qu'on pourrait croire que c'est la deuxième venue de Spielberg, sauf qu'en fait, je vous le dis, en ce qui me concerne, c'est juste une pub Red Bull qui dure 2 heures. On m'a vendu une œuvre d'art révolutionnaire, une espèce de film d'action post-féminisme, un chef-d'œuvre de mise en scène, et au final j'ai eu une course-poursuite circulaire, des mannequins qui jacassent et Mad Max qui sert littéralement de porte-clés humain pendant 1h20. Bon, alors je vous le dis tout de suite, ce sera la partie la plus longue de la vidéo, parce que évidemment, j'ai beaucoup d'arguments. Le film est tellement apprécié, tellement encensé, que je suis obligé de rester 40 ans sur le sujet Fury Road pour bien vous expliquer pourquoi je le déteste. Voilà, donc je vous le dis, allez faire chauffer le café, on va rester là pendant un certain temps. Premier problème du film, c'est que Mad Max devient Mad accessoire. Dès les premières minutes, en fait, le ton est donné. Max n'existe plus comme prétexte. Il est capturé, muselé, piqué de partout, accroché sur le capot d'un Warboy comme un trophée de chasse sous perfusion. Donc, Mad Max, on s'en fout dans ce Mad Max-là. D'accord, admettons, pourquoi pas. De toutes les manières, on en parlera, de est-ce que Mad Max était vraiment un héros même dans les premiers Mad Max? Est-ce qu'il n'était pas de toutes les manières de base un espèce de témoin, surtout à partir du 2 et du 3? On parlera de tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, Mad Max, on le met dans le coffre dans ce film. On aime ou qu'on n'aime pas. En ce qui me concerne, moi j'ai pas aimé, mais on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, autre chose lorsqu'on parle du personnage de Max, c'est qu'il a été remplacé, évidemment. Tom Hardy à la place de Mel Gibson. Moi, en ce qui me concerne, vous allez peut-être être étonné, mais je préfère Tom Hardy. Mel Gibson, je trouve, n'est pas un très bon acteur. Voilà, désolé de le dire, mais bon, je suis pas forcément un énorme fan de Mel Gibson, désolé. Je trouve que Tom Hardy fait de l'excellent boulot, là-dessus, il n'y a pas de souci. Cela étant dit, le problème, c'est que Mad Max, encore une fois, est mis de côté, et surtout, qui mène l'intrigue, c'est Charlize Theron, donc rasée, huilée, grimée à la hâte, façon cosplay de soldat inconnu version L'Oréal. Elle est badass, elle est rebelle, elle trahit son chef, la Immortan Joe, pour fuir. Mais fuir avec quoi? Une remorque remplie de mannequins Instagram en robe de soie. Parce que le gros souci du film, c'est que la narration est éclatée au sol. Le film s'ouvre sur une voix off, donc déjà, erreur numéro 1, parce que bon, voilà, les voix off en général, c'est pas terrible, la partie du tapet de David Fincher, mais voilà, en gros, tu sens pas trop le souffle épique, T'as juste Tom Hardy qui tente d'avaler un lézard vivant pendant qu'il parle, tout en mâchant les cendres de Mel Gibson. On te balance des réminiscences, des voix d'enfants morts, des visions, des promesses non tenues, bref, le starter pack du héros tourmenté, tu comprends pas? D'autant plus que cette narration ne sert à rien. Ce qu'il dit en voix off, le Mad Max, on le voit déjà littéralement. Il décrit ce qu'on voit à l'image, comme si George Miller avait peur que le spectateur soit trop occupé à gratter son téléphone plutôt qu'à suivre le film. Et s'il y avait au
moins un minimum de contexte, une once de world building. Mais non, il y a rien. Pas un mot de ce qui s'est passé depuis Thunderdome. Pas un mot sur pourquoi le monde est encore plus foutu qu'avant. Pas un mot sur les nouveaux tarés masqués. Juste, mon monde est mort, je suis triste, je mange des lézards. Après, vous me direz, oui, alors ce film est censé être la suite du jeu Mad Max, mais le jeu Mad Max n'était même pas encore sorti. En réalité, c'est le jeu qui a essayé de rattraper un peu les wagons. Donc, ce film-là n'a aucun sens. La fille que l'on voit au tout début, en principe, tu te dis, bon, ça doit peut-être être l'enfant de Max, je sais rien. Franchement, tu sais pas. Et même l'espèce de femme adulte qu'il voit dans ses illusions, peut-être que c'est sa femme aussi. Tu ne sais pas, tu peux pas comprendre, en fait. Évidemment, si tu joues au jeu, tu comprends qu'en fait, non, c'était pas sa femme. C'était deux personnages du jeu, mais tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a ni queue ni tête. Tu comprends rien à ce qu'on essaie de te faire comprendre. Et en 3 minutes chrono, Max se fait courser, capturer, tatouer, tondre, percer et accrocher à une bagnole comme une antenne vivante. Et on t'annonce que ce sera son rôle pour la prochaine heure, c'est-à-dire donneur de sang albinos en mode porte-clés humain. Et là, désolé, on ne parle pas d'un inconnu lambda, on parle de Mad Max, le mec qui est censé incarner l'esprit même de la survie dans le chaos, le mythe solitaire, le Ronin du désert, la légende motorisée. Et on l'introduit en mode punching ball muet pour adolescents cancéreux sous stéroïdes. Non seulement ça ruine tout l'aura autour du perso, mais ça atomise aussi la logique du monde. Pourquoi accrocher son sac de sang, son blood bag, à l'avant d'une bagnole de guerre en pleine poursuite? Non mais sérieusement, c'est comme mettre ton générateur d'électricité sur le capot de ta voiture pendant un orage. Et le Warboy qu'il a fait, Nux, n'a même pas besoin de Max une fois que celui-ci s'échappe. Donc c'est quoi la fonction de Max si Nux peut s'en sortir même sans avoir accès au sang de Max? Zéro! C'est juste un prétexte pour qu'il soit littéralement ballotté dans la narration comme une salière dans une centrifugeuse. Et juste pour revenir rapidement sur les visions de Max avec les gens morts qui parlent, des visages d'enfants qui l'accusent ou je sais pas quoi, ça ne mène à rien. Tu te dis qu'au début du film, ok, on te présente ça, et à la fin du film, peut-être Max va en reparler, il y aura un développement de personnage, il va accepter son passé. Rien du tout. Il n'y a aucune exploration du passé de Max. Pas d'éclairage sur ses visages, pas de développement, juste des jumpscares à la sauce fantôme PNJ flouté. C'est censé nous impliquer dans sa détresse psychologique, mais en vrai, ça fait juste bouh. Voilà, et on passe à la scène suivante. C'est plus proche d'un effet style de pub pour parfum que d'un réel arc dramatique. D'autant plus que pour comprendre ce qui se passe avec ces visions-là, faudra jouer au jeu. Voilà. Après, vous me direz, le jeu est bien meilleur que le film. C'est vrai, mais quand même, ça n'a aucun sens. Et autre décision débile, la légendaire Interceptor, symbole du personnage de Mad Max depuis le premier film, est pulvérisée dès les premières scènes. Comme ça, pouf, explosion, merci, au revoir. C'est l'équivalent dans Star Wars de faire exploser le sabre laser de Luke dans l'intro de l'épisode 5. C'est un objet totem, c'est de l'extension du héros, c'était sa monture, son identité. Et là, on l'en dépouille immédiatement. Comme un clodo qui a garé son caddie au mauvais endroit. On comprend bien ce que Miller veut dire, en mode ouais, Max n'a plus rien. Ok, mais fallait pas le montrer comme une serpillière sans charisme dès le départ. Il y a une différence entre un héros abattu et un figurant dans son propre film. Et à la fin de cette première partie du film, justement, Max n'est plus un perso. C'est un tube à hémoglobine ambulant, un totem accroché à une voiture qui ne conduit pas, un grumeau dans une tornade de bruit de feu. Et le film, il ne construit rien avec ça. Il te le jette dans un monde visuellement stylé, mais complètement incohérent, sans te donner la moindre accroche émotionnelle. On te balance dans un univers plein de règles absurdes et de design extravagant, sans jamais les faire exister autrement qu'en arrière-plan flashy. Et donc, Charlize Theron entre en scène assez rapidement dans le film, crâne rasé, maquillage de guerre, regard dur, bras mécanique, on en a déjà parlé, et ça claque, sur le papier c'est assez badass, mais dans les faits c'est vide. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas pourquoi elle a un bras robotique, ni comment elle en est arrivée à devenir générale de guerre chez un despote en slip. Juste, on balance son nom, son camion, son cap et c'est parti, roule ma poule. Son plan, détourner un camion-citerne rempli en apparence de flotte pour foutre le camp et fuir effectivement Immortan Joe, qui est donc le chef un peu méchant du film. Mais en réalité, elle s'est lancée dans une mission humanisto-absurde, donc exfiltrer les 5 épouses de Joe, ces mannequins sur pattes qui vivaient enfermés dans une serre à humidité contrôlée. Et c'est là que le film devient complètement crétin. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de sens. Tu veux me dire qu'Immortan Joe, cet archi-contrôleur paranoïaque, a confié la cargaison d'eau la plus précieuse de son empire à une femme au passé trouble, accompagnée de Warboys à moitié déglingués, sans surveillance spécifique, avec un plan de route libre ? Ah oui, Furiosa avait un accès direct aux épouses, pas de garde, pas de cadenas high-tech en plastique recyclé, elle avait juste à dire ouais, les meufs on se barre et hop, elles se retrouvent toutes dans la citerne avec leur robe de soie, prêtes pour un shooting Vogue dans les dunes. Et les épouses, franchement, par où commencer ? Ce sont des top modèles dans un monde où tout le monde ressemble à un coup de pelle. Elles sont propres, bien peignées, elles ont des colliers, des bouquins, des pansements, même de l'eau pour prendre une douche au plein milieu du désert. On dirait un rêve humide de survivaliste végétalien. Et leur plan, c'est de fuir, parce que elles ne sont pas des choses. Voilà, très bien évidemment, on entend le message féministe, mais bon sang, les meufs vivent dans le seul endroit propre dans toute l'Australie post-apo. Elles ont une bibliothèque, des draps en lin, et plus de calcium que toute la population entière du film. Même leur ceinture de chasteté, son design. Et fuit quoi finalement ? Et fuit Immortan Joe qui, soyons honnêtes, n'est pas plus maléfique que tous les autres dans ce monde. C'est un tyran, oui, mais il gère une société fonctionnelle. Il fait pousser de la bouffe, il contrôle l'eau, il alimente des centaines de personnes, il a bâti une vraie structure et
Qu'est-ce qu'il nous montre comme preuve qu'il est méchant? Ok, il est vieux, il est moche, il a des verrues partout, et il aime le lait maternel à température ambiante. Ok, d'accord, pas de souci. Il est laid, mais tu sens encore une fois que c'est les gentils contre les méchants. Parce que apparemment, maintenant, dans ce monde-là, être vieux, moche et rationnel, c'est pas bien. Enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. Et donc, Max retrouve tout ce beau monde au milieu du désert pendant qu'elles font littéralement une pub pour du shampoing. C'est-à-dire que les meufs, au plein milieu du désert, se baignent avec le peu d'eau qu'elles ont. Elles rient, elles s'aspergent d'eau en ralenti, et Max les découvre comme un type qui tomberait sur une secte de naturistes égarés. Et le moment est censé être poétique, choquant et fort, mais ça ressemble plus, encore une fois, à un clip de Calvin Klein tourné au Maroc, avec une morale féministe greffée un peu aux chausse-pieds au délire. Et Max, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait, et d'ailleurs ça fait plaisir, ce que seul un vrai survivant ferait, bah il tente de piquer leur camion et se barrer. Et pour une fois, tu dis ok, super merci, il est compétent, il les menace, il les neutralise, il les déboîte et il garde ses distances. Et là tu dis ok, enfin du Mad Max, enfin du Mad Max. Merci, super, dégageons ces couilles de loup et partons sur quelque chose de plus intéressant et de plus sérieux. Sauf que non, 15 minutes plus tard, il est redevenu leur chauffeur Uber dépressif, grognant à l'arrière pendant que Furiosa prend le volant et que les mannequins débattent sur la fin du patriarcat. Et le scénario, bah il est tombé du camion. Tout ce passage est censé être le point de rupture du film, là où l'action démarre, mais il n'y a aucune montée dramatique, pas de tension, pas de dilemme, pas de choix impossible, juste Furiosa trahit Joe, elle fuit, Joe gueule, tout le monde poursuit, et Max râle. C'est le squelette du film, et c'est surtout un squelette de scénario de jeu vidéo mal écrit. T'as une mission, un objectif, des poursuivants. Et tous les autres persos réagissent comme des PNJ semi-scriptés. Et ok, Furiosa est à peine bien écrite, elle a un but ok, mais elle est plus froide qu'une plaque de cuisson solaire. Son passé expédié en 2 phrases, son lien avec Max est inexistant, et en plus bon, a posteriori, tu sais pourquoi les 2 personnages n'ont pas grand chose à se dire, parce que en fait, on a appris plus tard que les 2 acteurs, c'est-à-dire Charlize Theron et Tom Hardy, ne pouvaient pas se piffer. Apparemment, c'était la guerre froide sur le plateau, et tu le sens dans le film, il n'y a pas d'alchimie entre les 2 persos, et en gros, voilà, tu comprends que Furiosa, c'est juste une fonction narrative avec un bras cool. Voilà. Et Max, bah, il suit, il grogne, il saigne, il sert juste à, voilà, quoi, à faire joli entre 2 secousses. Comme un globe de neige dans un camion citerne. Et l'action, ok. On va me dire, ok, mais Yaji, d'accord. Tu papotes, mais l'action est stylée. Et là-dessus, oui, effectivement. Visuellement, c'est sublime. Par contre, narrativement parlant, c'est anémique, les amis. Parce que, ok, faut rendre à César ce qui appartient à Furiosa, l'action est folle, c'est beau, c'est propre, c'est dynamique. George Miller sait filmer le mouvement comme un vieux druide du montage, effectivement. Il n'y a pas une seule seconde de flou numérique, ça pète, ça vrombit, ça glisse, et on comprend ce qu'on voit. Mais une fois que l'extase esthétique retombe, tu réalises que tout ça n'est qu'un cache-misère. C'est une immense scène de poursuite, étirée sur 2 heures avec 0 enjeu évolutif. Les gentils roulent, les méchants les poursuivent, et il y a des cris, il y a des accidents, et ça recommence encore et encore et encore. C'est le film qui dit, écoute, je vais te fasciner à coups d'images comme un magicien bourré avec des pétards. Sauf qu'au bout de 45 minutes, franchement, moi j'en avais plus que marre. C'est, voilà, tu connais le tour par cœur, t'as compris. Mais raconte-moi une histoire dans un chien. Franchement, c'est un truc de fou. Et Nux, non, franchement, parlant de Nux, c'est le Warboy qui aurait pu être un perso intéressant. Un fanatique paumé au début, prêt à sacrifier pour le Valhalla, convaincu de son rôle messianique, et jusque-là on tient une promesse dramatique. Mais tout se casse la gueule quand il change de camp. Après un sourire, littéralement. Une des filles le regarde avec un peu de compassion et hop, il devient gentil. Adieu le culte de Joe, adieu les hurlements, les tatouages et les croyances fanatiques. Un seul regard de mannequin et Nux découvre la paix, l'amour et les fruits secs. C'est pas un arc narratif, c'est une ficelle de marionnette mal coupée. Le mec passe de kamikaze cracheur de chrome à amoureux transi en une seule ellipse. C'est le genre de retournement psychologique qui ferait passer Anakin Skywalker pour un modèle de cohérence. Et Immortan Joe, franchement, c'est le big boss en papier mâché, le tyran de la citadelle, le seigneur de l'eau, le despote masqué, et surtout un antagoniste en carton. Le mec ne fait rien, il gueule, il conduit, il respire bruyamment, et de temps en temps, il regarde l'horizon comme un CRS sans casque en pleine manif. Le mec a la même expression du début à la fin, comme s'il venait de marcher sur un Lego. Et pourtant, c'est lui le grand méchant. Il a une armée, il a des ressources, il a une mythologie autour de lui, il a même des femmes, dans une pièce secrète pour produire de lait maternel, signe indiscutable d'un pouvoir maléfique apparemment. Mais quand ces meufs s'échappent, il envoie tout son monde au casse-pipe, et lui-même avec. Et personne ne garde la citadelle, pas une sentinelle, pas juste un type en haut de la falaise avec une longue vue et un pigeon. Voilà, ce mec mérite un peu de perdre son empire, on va pas se mentir. Et puis bon, voilà, le fait qu'il soit très moche, tu sens que, George Miller, c'est pas forcément un mec qui sait vraiment écrire. Je suis vraiment désolé, mais voilà. Les gentils contre les méchants sont dégueulasses et pleins de verrues, et les gentils sont super beaux. Ce sont des mannequins Calvin Klein. Bon, voilà. Tu comprends que le mec, c'est pas... Voilà, je préfère rien dire. Et les dialogues aussi, c'est un peu ridicule. Il y a pas un seul personnage de ce film qui parle normalement. Pas un seul, C'est soit du pseudo-profond, digne d'un tatouage mal traduit, en mode « Ouais, hope is a mistake », soit du dialecte albinos pour TikTok post-apocalyptique. Les dialogues sont tellement éclatés, tellement affectés, tellement en quête de symbolisme, qu'ils en deviennent ridicules. On dirait que les dialogues ont clairement été écrits, je sais pas, par une fusion entre Snyder et Nolan, en fait.
et la logique interne est en PLS sur la banquette arrière. On te dit à la base que l'essence est rare dans le monde de Mad Max, que l'eau est précieuse, que les ressources sont ultra limitées, et pourtant, ils partent en chasse avec des bagnoles qui crament plus de carburant à l'heure qu'un porte-avions. Ils balancent des flèches explosives, des lances enflammées, ils ont des voitures sur ressort, un mec qui joue de la guitare flamme pendue à une sonomobile. C'est du génie visuel certes, mais du point de vue narratif, cohérence et de survie pure, on va le dire, c'est de l'autosuppression collective. Pour pas dire le mot avec un S et qui se termine par huicide. Bon, et même les décisions tactiques sont débiles. Pourquoi s'enfuir avec une remorque de flotte dans le désert si t'as nulle part où aller? Pourquoi affronter l'armée de Joe de plein front? Pourquoi ne pas faire péter la War Rig dans un canyon et partir à pied pendant que tout le monde s'entretue? Mais non, parce que le film a besoin de cascades. Et bien sûr, on va me dire, ok, non mais Yaji, Furiosa a un objectif. Elle veut aller dans la Green Place. Non mais la Green Place, excusez-moi quoi. Puisque le plan de Furiosa dès le début, c'est d'emmener les épouses donc vers le Green Place, vers la Terre verte, un espèce d'havre de paix, un sanctuaire fertile, un utérus géant d'herbe fraîche et de vie retrouvée. Très bien, le film te tisse ce lieu comme l'Eldorado mystique du film, la dernière oasis dans un monde de rouille et de sable. Et puis ils y arrivent, enfin presque. Ils tombent sur une grand-mère à poil dans une cage métallique, ouais, littéralement, qui hurle à l'aide. Max veut fuir, il sent le traquenard, avec le fameux That's a bait. Et il montre encore qu'il a du bon sens. Mais Furiosa, parce qu'apparemment, féminisme égale sororité télépathique dans ce film, bah elles fonce tête baissée. Et là, bam, il y a une escouade de grand-mères en motocross qui débarque. Et ce groupe s'appelle les Vulvalini. Non mais vraiment, tu peux pas inventer ça. Tu peux pas inventer des Vulvalini, sans déconner. C'est pas possible, c'est une espèce de mix entre une armée de Power Rangers ménopausés et un gynécée en post-ménopause furieuse. Qu'est-ce que c'est que ça, les Vulvalini, les frères? Mon petit Georgie, qu'est-ce que t'as fumé, en fait? Les Vulvalini, c'est comment flinguer une saga avec une pluie de granules homéopathiques. Encore une fois, ces grands-mères là qu'on nous vend comme le dernier espoir de l'humanité, une société matriarcale, écologique, guerrière et sage, mais voilà, elles ont tout raté. La Terre verte, la Green Place, c'est devenu un marécage toxique, puant et stérile. Elles ont littéralement laissé mourir la dernière zone fertile de toute la planète, en tout cas de toute l'Australie. Et pendant ce temps, elles posaient des pièges à voyageurs pour les voler et probablement les tuer. Donc pour résumer, on nous présente comme sages des mamies meurtrières incompétentes et armées jusqu'au dentier. Et c'est à ces femmes que le film veut nous faire croire qu'il faut remettre les clés de l'avenir. Pas une trace de stratégie, pas de vision, pas d'agriculture, juste des graines dans des sacs à balancer comme des Pokémon en criant bah on va replanter le monde dans un désert stérile. Si c'est ça la solution, franchement je préfère encore Immortan Joe. Et là Max a enfin une idée, revenir à la citadelle. Parce que voilà, on va donc revenir à l'endroit qu'ils ont fui pendant quasiment 2 heures. Celui dont Joe et toute son armée sont partis à la poursuite des fuyards, laissant tous en défense, le bastion de ressources d'eau, de structure sociale. Super, bon twist. Ils viennent de découvrir que le trajet aller était totalement inutile, que tout ce délire de poursuite, de guerre, de sacrifice, de mort ne servait à rien. C'est comme si Ulysse à la fin de l'Odyssée disait bah écoutez les mecs, j'ai laissé le feu allumé à 3 allées demi-tour. Et là miracle, personne n'oppose de résistance à ce plan de con. Même les Vulvalini, non mais le nom, sérieux, qui vivaient comme des fauves solitaires, acceptent d'y retourner pour prendre le pouvoir, parce que bien sûr, elles sont aussi bonnes conductrices de politique que de motos dans les dunes. Et Max redevient en retrait parce que même si c'est son idée, il doit fermer sa gueule, et encore une fois donc, Max est spectateur, il propose, on lui vole l'idée, et ensuite il redevient silencieux, utile, mais secondaire, comme un bon vieux chien errant qui conduit un peu, tape un peu, mais qui repart dans l'ombre comme un GPS organique sans option vocale. Et pourtant, on sent qu'il commence à avoir un semblant de développement, avec sa réplique, ouais, hope is a mistake, l'espoir est une erreur, voilà. C'est un peu comme Miyazaki qui disait ouais, anime is a mistake, voilà. Tu sens le mec désabusé, tu sens l'ancien survivant qui a tout perdu, mais c'est trop tard. Le film n'a jamais creusé son trauma, ni ses pertes, ni son humanité. Cette phrase aurait pu peser, mais elle tombe comme un soufflet. Et là, franchement, je vous le dis, tout explose. Le film révèle son squelette creux, il n'y a jamais eu de cap. Il a juste pris un concept visuel sublime, l'a drapé dans des slogans, a collé des rôles aux personnages avec la guerrière, les vierges, le traître repenti, le mentor, mais n'a rien construit avec. La Terre verte, la Green Place, c'est de la foutaise. Les Vulvalini, c'est un gag involontaire. Le plan de flûte, c'est un loop absurde et Max, il est toujours coincé entre un traumatisme inexploité et un rôle de figurant de luxe. Et donc le retour à la citadelle, bon, l'idée est simple, reprendre la citadelle pendant que Joe et toute sa clique sont dehors. Et dans la tête, tu dis ok, bon, peut-être que ça peut faire sens. Bon, c'est stupide, mais admettons. Mais même ce plan repose sur un enchaînement de hasards miraculeux. La citerne, la War Rig est à moitié morte, les mamies sont à moitié séniles, Max est à moitié dans le coma et Furiosa a un demi-poumon qui pendouille. Et pourtant, les mecs réussissent. Pourquoi? Parce que la garde de Joe, cette horde motorisée qui semblait inarrêtable 2 heures plus tôt, se transforme soudain en bande de cascadeurs inoffensifs, incapables de rattraper un camion lent et déglingué, conduit par une bande de retraités en goguette. Et moment tant attendu, évidemment, durant la dernière ligne droite, là il y a la mort d'Immortan Joe. On s'attendait pas à quelque chose de grandiose, un duel tendu, un retournement malin, un climax à la hauteur du personnage, mais non.
Furiosa lui arrache le masque et c'est tout. Fin de partie, le mec explose comme un ballon de baudruche sous pression. Aucune montée dramatique, pas de moment de confrontation digne de ce nom, genre ouais bah je tire sur ton système respiratoire et oups t'es mort. C'est censé être l'apothéose, sauf que c'est une vidange le truc. Nux se sacrifie pour rien puisque voilà le Warboy repenti, le seul gars à avoir une évolution de personnage dans ce film de con, bah décide de se sacrifier pour bloquer le passage et faire sauter le camion. C'est beau, c'est héroïque et c'est surtout inutile. Le mec aurait pu sauter du camion, se planquer, revenir avec Max plus tard, lancer une grenade sur les roues, mais non, il décide de faire exploser un tunnel avec lui-même dedans alors que personne ne le pousse à le faire et que le plan n'en dépend même pas vraiment. C'est le genre de sacrifice qui ne sert qu'à donner une fin épique à un perso secondaire parce que le film sait très bien que Max n'a pas été assez impliqué pour mourir dignement. Et le retour triomphal, franchement, quand ils arrivent à la citadelle, c'est ridicule. Les mecs, le peuple acclame Furiosa et les mannequins, Joe est mort, Max est debout, il regarde la foule, il hoche la tête et il se casse. Et le peuple célèbre l'arrivée de ces connards. Mais pourquoi ? Personne ne sait ce qui s'est passé. Personne ne sait pourquoi Joe est mort. Personne ne sait qui sont ces nanas sorties de nulle part. Il n'y a aucune légitimité à ces personnages, aucune explication, rien du tout. Et pourtant, tout le monde ouvre les vannes d'eau comme si c'était le jour du jugement dernier et que Saint-Pierre avait ramené des bidons d'évian. Et bien sûr, on confie le pouvoir aux mains mitueuses et aux mannequins traumatisés, sans structure, sans programme, sans chef. C'est un vrai coup d'état sous acide. Et Max, comme je vous l'ai dit, bah il se casse, comme un plombier après avoir débouché les chiottes. Le mec n'a servi à rien, il a conduit, il a tué 2 types, il a donné une idée, et bah maintenant il se barre. Y a pas de dialogue, y a pas de conclusion. C'est juste bella ciao, un regard, un hochement, et Max disparaît comme un prestataire de service. C'est ridicule. Et la morale finale, qui est censée être un message d'espoir, un symbole, mais tout ce qu'on voit, c'est une population manipulée, désespérée, qui passe d'un tyran à un autre, sans se poser de questions, et qui maintenant s'agenouille devant une élite féminine autoproclamée, qui prend le pouvoir sur la base de rien, et tout le monde applaudit. Et là, tu réalises que rien n'a changé. La violence sera encore là, la hiérarchie est intacte, le peuple est passif, le système restera exactement le même, mais avec un nouveau logo. C'est une réinitialisation cosmétique. Et franchement, à propos du message féministe entre gros guillemets du film, je me demande parfois, et vraiment, si ce film pseudo-féministe ne serait pas crypto-machiste. Je vous le dis. Je me demande si George Miller n'a pas essayé de glisser un petit truc. Parce que franchement, c'est l'un des films les plus ironiquement tordus du cinéma. Parce que ce film, qui est présenté un peu par la critique comme une ode au pouvoir féminin, à l'émancipation, au renversement du patriarcat, semble en fait nous offrir une démonstration involontaire de l'inverse. Franchement, je me demande si George Miller n'était pas en train de troller tout le monde. Parce que si on prend un instant pour analyser un peu le film et lire un peu entre les lignes, l'histoire telle qu'elle nous est racontée pourrait très bien se résumer ainsi. Voilà. Donc ça commence avec une société patriarcale, tyrannique certes, mais fonctionnelle, qui est renversée par un groupe de femmes, animées par donc l'émotion, les souvenirs et les rêves, et à la fin, tout part en vrille. Ok, donc qui a les faits contre l'émotion. Techniquement parlant, c'est assez misogyne. Mais bon, ensuite regardons les faits. Donc il y a la Green Place, c'est-à-dire la Terre Verte, territoire géré exclusivement par les Vulvalini, qui est devenu un marécage toxique. Ça veut dire que les femmes n'ont rien sauvegardé, n'ont rien transmis, n'ont rien régénéré. Et leur seul espoir, c'est de fuir de l'endroit qu'elles étaient censées protéger, ou mourir en semant des graines dans du sable. Ensuite, maintenant, on compare tout ça à Immortan Joe. Le mec a organisé une société brutale, oui, mais tyrannique, oui, mais stable. Il a rationné l'eau, exploité les ressources, créé un culte, et il y a des infrastructures. Il a préservé un équilibre, aussi malsain soit-il, mais il y a un équilibre. C'est-à-dire que si on compare ça à la Green Place, il n'y a rien, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a rien du tout. Et à la fin, donc les meufs, c'est-à-dire Furiosa en tête, arrivent dans la citadelle, le tuent, ouvre totalement les vannes d'eau comme si c'était une fontaine à volonté dans un centre commercial et balance littéralement le cadavre du mec à la foule, qu'il déchiquette comme une meute de hyènes affamées. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en principe, il y aura plus d'eau dans à peu près 30 minutes, c'est ça, hein ? C'est ça le truc. Il y aura plus d'eau. Comment ils vont faire après ? C'est le problème en fait. Et je pense que en quelques jours à peine, cette société sera détruite et on arrivera au même niveau qu'avec la Green Place. En gros, sans eau, c'est terminé. Si tu ne la rationnes pas et si tu lâches les vannes complètement comme ça va durer combien de temps ? C'est quand même complexe. Et le message involontaire du film, c'est un peu l'effondrement par les sentiments. Parce que si tu veux forcer un peu la lecture féministe de ce film, techniquement parlant, le film pourrait dire voilà ce qui arrive quand on renverse un ordre basé sur la survie et la rigueur pour mettre à la place une autorité fondée sur les émotions et les symboles. Parce que Furiosa, dès le début du film, n'agit que par nostalgie de la Terre Verte. Les épouses fuient par ressenti d'oppression, alors que techniquement parlant, même si elles étaient oppressées, ok, elles vivaient dans le seul endroit propre avec de l'eau à volonté, avec des bibliothèques et tout ça. Donc le meilleur endroit, je pense, de l'Australie, ça c'est une évidence. Max décide de les aider par pur instinct émotionnel, alors que tout son discours en voix off au début du film te disait qu'il ne faisait que survivre. Les Vulvalinis, encore elles, décident de tout claquer pour une idée qui vient d'un type en lambeaux qui grogne de phrases, et à la fin, le message subliminal semble être voilà ce qui arrive encore une fois, qu'on laisse des gens gouverner parce qu'ils ont souffert, mais pas parce qu'ils ont un plan. Et si Immortan Joe avait dirigé la Green Place, donc la Terre Verte, franchement, tu te dis que, en principe, il aurait mis en place un système d'irrigation, rationné l'eau intelligemment comme à la Citadelle, installé un culte écologique autour de la fertilité afin de maintenir tout ça en poussant les autres à, justement, faire en sorte qu'on respecte l'écologie, tout ça, renommer l'endroit
parce que sérieusement, The Green Place, on dirait un nom de savon bio pour toilette publique. Il aurait certainement probablement appelé ça, je sais pas, Sanctum Aquarex ou un truc comme ça. Enfin, un truc un peu stylé que t'as envie de respecter. Il aurait, bon, il est vrai, gardé des femmes en cage. Bon, ça c'est chiant, je suis d'accord avec vous, là-dessus c'est pas bien, mais au moins la végétation serait encore vivante. Et le plus ironique, c'est que les épouses, je pense, avec a posteriori, auraient préféré ça. Elles auraient été nourries, protégées, coiffées, baignées, abreuvées. C'est pas l'égalité, d'accord, mais on parle quand même d'un univers où même boire, c'est un truc de fou. Donc franchement, je préfère cette forme d'ordre que rien du tout, que le chaos absolu. Et la conclusion de ce film est assez amère. C'est un retour au chaos. Donc oui, les gentils ont gagné, le tyran est mort, l'eau coule, les foules crient, mais techniquement parlant, tu sais très bien que les stocks d'eau vont s'épuiser d'une minute à l'autre en fait. Avant même la fin des crédits, il y aura plus d'eau. Les conflits internes vont naître très rapidement quand les ressources vont être limitées. Les nouvelles dirigeantes sans légitimité vont être contestées et la citadelle va s'effondrer. Et tout ça parce que Furiosa a dit on sera plus des choses. On n'est pas les choses, à bas le patriarcat. Ok d'accord, il y a pas de souci, à bas le patriarcat si vous voulez. Mais les mecs, faudrait remplacer le patriarcat par un truc plus stylé encore. Si c'est pour remplacer le patriarcat par de la merde absolue, franchement c'est pas la peine. Enfin, même pas par de la merde absolue, par rien du tout. Franchement quoi, je suis désolé hein. Après, on va me dire que je suis machiste ou je sais pas quoi. Non, franchement, les mecs, pas du tout. Mais honnêtement, quand vous regardez ce film, à un moment donné, ça te pousse à te poser des questions, un peu, quoi. Et le truc, c'est que c'est même pas fini. Parce que bon, là, on a enfin terminé le chapitre Fury Road. Là, on va revenir jusqu'en 2024. Avec Furiosa, qui est donc une préquelle. Hein. Une préquelle extrêmement vide. Parce que là, on entre dans l'escroquerie à visage découvert. Furiosa sortir en 2024, c'est un peu comme ces DLC de jeux vidéo que personne ne réclame, mais qu'on te file quand même avec des yeux de cocker. En mode, tu veux pas savoir comment elle a perdu son bras? Non, Georges, on s'en fout. On s'en fout. Elle n'avait déjà pas de personnalité dans Fury Road. Maintenant, tu veux me raconter son origin story? Mais on s'en bat les steaks. On s'en bat les couilles, frère. Si je puis me permettre. Bon, allez, ce film, c'est l'illusion d'un récit. Commençons rapidement. Furiosa petite s'est faite kidnapper par un gang de débiles en quad. Et le film commence par 1h30 de tergiversation pseudo-shakespearienne où tout le monde se parle comme s'il lisait un vieux script de God of War. Et on nous introduit ce nouveau grand méchant, Demantus, donc joué par Chris Hemsworth. Donc un nom de boss de RPG PS2, un accent indéfinissable, un style vestimentaire entre télévangéliste et pasteur de la rouille, et ce type est censé incarner l'anarchie, le charisme sauvage et la menace. Mais au lieu de ça, on a droit à un mix improbable entre Willy Wonka et un dictateur cocaïné, qui passe son temps à faire des speeches sur la vengeance et en tournant sur lui-même comme s'il auditionnait pour une comédie musicale post-apo. Et franchement, l'origin story, elle a été écrite par un stagiaire à moitié dingue. Le problème fondamental de ce film qui a heureusement bidé au box-office, j'espère que George Miller va comprendre, si t'écris pas un scénario, ton film sera éclaté au sol, c'est que justement ce film est entièrement construit pour répondre à des questions que personne ne se posait. Déjà, pourquoi Furiosa est chauve? Parce qu'elle avait chaud. Voilà. Super, merci. Pas besoin d'un acte 2 pour ça. Pourquoi elle déteste Immortan Joe? Juste parce qu'il est gros, parce qu'il est moche et parce qu'il est tyrannique. Pas besoin d'un film, on l'avait compris dès le premier. Pourquoi est-ce qu'elle conduit si bien? Parce que dans ce monde, tout le monde conduit comme dans Fast and Furious 18 et sans permis B. Super. On le savait avant. Et pourquoi elle ne parle pas beaucoup? Parce que le script s'est dit que ça éviterait d'avoir à lui écrire des dialogues. Et le plus fort, c'est que le film prend un malin plaisir à faire durer l'agonie. C'est une lente descente dans la médiocrité dialoguée, entre deux séquences d'action qui essaient désespérément de ressusciter Fury Road, mais sans le souffle, sans la patate et surtout sans aucun enjeu. C'est de la mythologie en carton. Ce que Furiosa veut, c'est de construire un univers Mad Max étendu, à la manière d'un Star Wars avec ses clans, ses factions, ses tragédies familiales, mais à la place, on a une backstory inutilement complexe où Furiosa passe littéralement de lieu en lieu comme dans un jeu open world sans qu'on sache vraiment ce qu'elle recherche. Des dialogues cryptiques pour masquer les vides du genre ouais, il faut se fondre dans la mécanique du monde si tu veux être plus qu'un rouage rouillé. Non mais ferme ta gueule, sans déconner. Et un Immortan Joe qui n'a plus aucune aura. On dirait un vieux figurant fatigué d'une pub pour les prothèses auditives. Et Anna Taylor-Joy, c'est le crash facial de l'année. C'est une actrice avec beaucoup de talent, certes, il n'y a pas de souci, mais elle est ici aussi expressive qu'un pare-brise embué. Son jeu repose à 90% sur des regards fixes et des demi-sourires stoïques, comme si elle s'était fait greffer le visage de Kristen Stewart, période Twilight. La moitié du film, on se demande si elle est en deuil, constipée ou juste désintéressée par tout ce qui se passe à l'écran. Et puis, soyons honnêtes, elle n'a aucun moment badass. Pas de scène culte, pas de réplique marquante, pas de « Waouh, c'est moi qui ai le flingue, attention !» Non. Elle existe, c'est tout. Elle subit. Et quand elle agit, on dirait un mec qui spamme la touche triangle sans savoir ce que ça fait. Et au final, comme dans Fury Road, tous Delbord est enveloppé par une pseudo-philosophie de comptoir. Du genre, ouais, la colère est un poison qu'on boit soi-même en espérant tuer l'autre. Ou genre, le désert prend tout mais il donne ce que tu es. Non mais sans déconner quoi. Au final, le seul truc que le désert a donné, c'est un film qui sent la poussière narrative, un univers en expansion dans le vide. Voilà. Je suis très content effectivement que le film est bidé, et j'espère vraiment qu'on va arrêter avec Mad Max, parce que je vous le dis, à part le 2, tout est éclaté. Tout est éclaté, sauf effectivement le jeu Mad Max dont on va parler tout de suite, qui est, je vous le dis, je vous spoil, la meilleure œuvre Mad Max ever. Voilà.
tout simplement. Pour moi, c'est la seule œuvre Mad Max qui est vraiment très très bonne. Voilà, je vous le dis, le jeu est excellent, on va en parler tout de suite, mais juste avant d'en parler, je voulais juste couvrir un dernier truc. Je sais que pour Fury Road, on va me reprendre sur la critique, sur le fait effectivement que Max n'a pas beaucoup de place dans le film, parce que à la base, dans les Mad Max, Max n'est pas censé être le protagoniste ultra principal, c'est censé être le témoin d'une histoire, exactement comme dans Mad Max 2, où le vrai héros de l'histoire, c'est pas Max, mais c'est le gamin avec son boomerang. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui envoie off depuis le début du film, il semble. Et à la fin, c'est un peu le twist, c'est que le mec qui part depuis le début du film, en fait, c'est le gamin avec le boomerang qui est devenu adulte. Ok. Mais le truc, c'est que à part dans Mad Max 2, il n'y a pas ce délire de témoin, en fait. Il n'y a que ça dans Mad Max 2. Hein. Dans Mad Max 1 et 3, c'est pas ça du tout. Hein. Dans les deux, il n'y a pas de Mad Max est le témoin de l'aventure de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas vrai. Et même au-delà de ça, admettons que Mad Max 2 est l'étalon absolu et qu'il faut faire comme Mad Max 2. Franchement, même si effectivement c'est l'histoire du gamin, on le voit assez peu. Techniquement parlant, Max a un développement de personnage, ce qu'il n'a pas dans Fury Road. Donc voilà, même là encore, je trouve que c'est vraiment des excuses un peu, voilà, franchement les mecs, boiteux. Je sais qu'on va me dire que je suis un rage bait, que je n'aime rien du tout, mais franchement, je vais vous donner plein de films post-apo qui pour moi, non seulement sont bien meilleurs que Mad Max en original, mais sont vraiment très très bons. Je pourrais vous donner l'exemple du transpersonnage, je pourrais vous donner l'exemple de 28 jours plus tard, bon après c'est plus du zombie mais il y a de la post-apo dedans. Je pourrais vous parler même d'Oblivion avec Tom Cruise, je pourrais vous donner même The Divide, hein. Pourtant le film est loin d'être parfait, hein. Mais bon, il y a Michael Bain et Milo Ventimiglia dedans. Le film quand même veut dire quelque chose, il a des défauts mais il y a quand même des trucs intéressants dedans, et le scénario est intéressant, et même la fin est aussi intéressante. Il y a Les Fils de l'Homme, qui est un super film. Même Bird Box Barcelona, mais en PLS tous les Mad Max, pour moi, je vous le dis. Je vous le dis, oui, je l'ai dit, je m'en bats les steaks, voilà. Je préfère Bird Box Barcelona à tous les films Mad Max, voilà, je vous le dis, vous pouvez m'insulter, vous aurez le droit. Bref, il y a plein de films post-apo que j'apprécie particulièrement, il n'y a pas de souci, mais je vous le dis, les Mad Max n'en font pas partie. Le 2 est sympa, mais ça s'arrête là. Voilà. Bon, écoutez, maintenant je vais parler du jeu, pour vous expliquer que Mad Max, le jeu, met en PLS tous les films Mad Max, il les prend en brochette sans aucun problème. La vérité que personne ne veut vous dire, c'est que le meilleur média Mad Max de l'histoire, ce n'est pas Mad Max 2, ce n'est pas Furiosa et ce n'est même pas Fury Road. Mais c'est bien ce jeu, Mad Max, sorti en 2015, développé par Avalanche Studios, les mêmes d'ailleurs qui sont derrière la série Just Cause, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc ce jeu est une merveille visuelle et un plaisir à jouer. Ça c'est une évidence. Dans une industrie saturée de jeux en monde ouvert, un peu merdique, un peu vide, voilà. Mad Max se démarque par son environnement vaste et magnifique, ses combats en véhicule ultra intenses et super vénères, une conception globale de très haute qualité, et des combats vraiment, on va le dire, assez viscéraux, hein, dignes des meilleurs Batman de Rocksteady. Et pourtant, malgré les critiques positives, le jeu est passé largement inaperçu. Probablement parce que il est sorti le même jour que le très attendu Metal Gear Solid V. Donc j'ai envie de dire qu'en termes de timing, il y avait moyen de faire mieux. Bref, en tout cas ce qui est certain, c'est que ce jeu est extraordinaire. Alors sans plus attendre, c'est parti pour la review, pour mon avis, pour mon test, hein, limite, de ce jeu qui est absolument excellent. Alors, on va commencer déjà par le monde, qui est donc un monde Mad Maxien par excellence, puisque le jeu fait un excellent travail afin de nous montrer à quel point le désert est un enfer en fait. Encore plus maintenant, vu que toutes les tribus aux alentours possèdent absolument tout. Des asticots infestant les cadavres, aux rats, aux lézards, aux boîtes de nourriture pour chiens périmés. Je veux dire, tout ça, c'est vraiment un truc de fou, et ça montre à quel point le monde est au bord de la folie, si c'est pas déjà complètement dans la folie. Je veux dire, voilà quoi, la nourriture de base dans ce désert, c'est de la nourriture pour chiens frelatée. Donc j'ai envie de dire, c'est compliqué. D'autant plus que lorsque vous jouerez à ce jeu, vous verrez tout le temps des gens errer dans le désert, mourant de soif, d'autres d'ailleurs qui supplient pour avoir une mort miséricordieuse, et voilà, ça et là quelques corps desséchés et quelques autres mecs pendus, bon voilà quoi, c'est quand même complexe, et on peut dire que le monde de Mad Max a pris fin. Mais comme dans les films, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, c'est extrêmement flou, et bien que tout semble indiquer que tout à la fois a eu lieu, on ne sait pas vraiment, voilà. Est-ce que c'est un réchauffement climatique qui a fondu les calottes glaciaires et qui a rendu le monde comme au Sahara? Est-ce que c'est peut-être des maladies? Est-ce que c'est des guerres nucléaires, bombes nucléaires, je ne sais quoi, qui ont déchiré la biosphère, qui était déjà bien dans l'embout? Est-ce que les gouvernements se sont effondrés? On ne sait pas vraiment, d'autant plus que la plupart des animaux ont disparu, donc c'est vrai que c'est un peu complexe d'essayer de voir de quoi il en retourne. En tout cas, le monde est vraiment super, d'autant plus qu'il y a quand même la fameuse Pétroville, hein, je crois que c'est Petrota,
Petrotown. C'était une ville dont on a parlé effectivement dans le film Fury Road, vu que c'était à la base l'objectif de Furiosa, enfin c'était censé être l'objectif de Furiosa au tout début du film, donc voilà, c'est sympa quand même effectivement de voir enfin Petrotown, vu qu'on en avait parlé dans le film Fury Road. Et pour en finir un peu avec ce monde, bon voilà, à un moment faut quand même le dire, le désert désolé et infini, cette mer de sable vraiment immense et magnifique, et à l'instar un peu de Breath of the Wild, Mad Max utilise intelligemment ce vide pour rendre chaque découverte significative et gratifiante. Même si bon, je suis pas un énorme fan de Breath of the Wild, d'ailleurs j'en parlerai dans une vidéo je pense dans un futur assez proche, bref, en tout cas le jeu est excellent et on peut vraiment rouler pendant des heures et des heures, même à court de provisions et même avec un véhicule endommagé, rien que pour trouver un avant-poste ou une ville avec des ressources à piller et à échanger. Je veux dire, la boucle de gameplay est vraiment extrêmement satisfaisante dans ce jeu. Bon alors, maintenant, parlons des clins d'œil. Et oui, les clins d'œil, il y en a beaucoup. De plein de morceaux de continuité avec les autres films. Bon déjà, bien évidemment, il y a, il me semble, la voiture de Mad Max, et qui me semble Interceptor, je ne sais pas combien, moi je suis pas très voiture, mais en tout cas, le véhicule, on va le dire, est au cœur de l'expérience de jeu. D'autant plus que la voiture peut être vraiment customisée, voilà. Tous les Jackie Tuning, je pense, vont kiffer le jeu, ça c'est une évidence. Les combats sont vraiment sympas, on peut installer un grappin, on peut sortir le sniper, on peut tout faire dans cette voiture. Moi c'est surtout les autres trucs, parce que bon, encore une fois, les voitures, c'est pas forcément mon délire. Par contre, la nourriture pour chien Dinky D, qui sert effectivement de medikit dans ce jeu, bah ça fait plaisir. D'autant plus que c'est une référence directe au deuxième film. Voilà. Chumbucket, lui aussi, il fait un peu plaisir tout de même. C'est pas forcément une référence, ça c'est une évidence, mais en tout cas, le personnage est fascinant. Avec sa religion autour des voitures et des moteurs, et ça apporte vraiment une profondeur inattendue au lore. C'est vraiment, t'as vraiment l'impression effectivement que le monde de Mad Max, c'est quasiment sur notre planète, quoi. Les mecs, ils ont carrément des religions à eux, quoi. Et au-delà de ça, le personnage est vraiment sympa. Bon, évidemment, il a un physique très particulier, mais c'est surtout son dévouement inébranlable à Max, qu'il voit un peu comme un saint, d'ailleurs, qui contraste de manière tragique avec la fin du jeu, où Max, qui est vraiment Mad Max, d'ailleurs on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, le traitement du personnage de Max, en tout cas, dans un accès de folie, le tue, ce pauvre Chumbucket, alors que depuis le début du jeu, il a toujours été loyal et sans faille pour Max. Donc voilà quoi. C'est vraiment dans ces moments que le jeu montre à quel point Max est vraiment mad, tu vois. C'est un homme poussé à l'extrême dans un monde impitoyable. D'ailleurs, en parlant toujours de clin d'œil, voilà. On va quand même parler du fait que Max a un chien, comme à l'époque de Mad Max 2, comme animal de compagnie. Bien que bon, ce chien-là, il semble quand même un peu moins intéressant que dans Road Warrior, ça c'est une évidence. Je crois qu'il ne sert seulement qu'à... je crois, déblayer des mines ou voilà, déterrer des mines, mais à part ça, je vois pas trop l'intérêt du truc. En tout cas, juste pour en revenir avec la voiture, l'Interceptor, le problème de l'Interceptor, c'est qu'on ne la joue pas vraiment. C'est-à-dire que au début, t'as l'Interceptor, on te le vole, et ensuite, effectivement, t'as la voiture de Chumbucket que tu améliores tout au long du jeu, mais à la fin du jeu, tu récupères l'Interceptor, donc ça fait plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, tu peux aussi récupérer la veste en cuir emblématique de Max. Voilà. En plus de son fusil à canoncier emblématique, donc voilà. On va dire que le jeu te le donne pas tout de suite et tu dois vraiment travailler jusqu'à la fin du jeu pour les obtenir, mais une fois que t'as fini le jeu, au moins t'as la récompense, quoi. on se fout pas de ta gueule, quoi. Maintenant, parlons un peu de Max. Voilà, on va quand même parler de Max, du traitement du personnage de Max, et comment, effectivement, le jeu parvient à rendre Max encore plus fou que dans les films. Parce que la santé mentale de Max est vraiment à son plus bas niveau dans ce jeu. D'ailleurs, les Warboys et les Buzzards, les vautours, quand on les voit, sont encore plus terrifiants que dans les films, et les combats sont des plus brutaux. C'est-à-dire que Max n'hésite pas à poignarder, à suriner, à briser des membres, casser des mâchoires, voilà quoi, briser des os, boire le sang, vous connaissez les bails, éviscérer les ennemis avec ce que vous voulez. Voilà, c'est un truc de fou. Le jeu d'ailleurs est extrêmement satisfaisant à jouer. Bon voilà, vous voyez effectivement le gameplay que je vous montre. C'est du Rocksteady, c'est du Batman, et bah oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et voilà, juste pour en revenir un peu avec Max, Chumbucket effectivement le voit comme un saint, et en réalité Max est loin d'être un saint. Même si, bref, on ne peut que le soutenir face aux fous furieux de Scrotus, d'ailleurs on en parlera, les Warboys, tous les barbares, les Buzzards, les vautours, ce que vous voulez, et même nos alliés sont également des seigneurs de guerre ou des esclavagistes. Donc franchement, je veux dire voilà, moi qui aime bien les mondes gris où il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, ce jeu m'a vraiment régalé. D'autant plus que Max, encore une fois, et c'est montré à plusieurs reprises dans le jeu, surtout à la toute fin du jeu, bah, il est pas meilleur que les mecs qui combattent, quoi. Voilà, ça c'est une évidence et c'est vraiment sympa. Bon, le fait qu'il tue Chumbucket à la fin, ça montre vraiment que c'est un gros connard, mais voilà quoi. C'est sympa, c'est sympa. Moi j'ai toujours été un peu frustré, comment dire, du manque de développement du personnage de Max. Je dirais même le fait qu'il soit Mad Max, franchement j'ai jamais vraiment
Il n'y a jamais vraiment eu d'étude de personnage, à un moment où Max devient complètement dingo. La seule fois où effectivement on voit un peu Max perdre un peu la boule, bah, c'est au tout début de Fury Road, où le mec il a, comment dire, des hallucinations, il voit une espèce de petite fille, qu'on imagine être sa fille d'ailleurs, voilà. Effectivement c'est sympa, mais le problème c'est que voilà, au bout de 20 minutes, Max reprend son rôle de témoin, et ça devient effectivement Furiosa qui prend la tête du film, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais enfin le problème c'est que bon, c'est Mad Max quoi. C'est un peu con, d'autant plus que voilà, les personnages sont assez nanars. Immortan Joe, voilà. Est-ce qu'il est possible de faire un méchant aussi caricatural que ce type-là? Voilà, puis bon, bref, il y a beaucoup de trucs qui m'ont vraiment déplu dans ce film. Le film est magnifique à regarder, je veux dire, en termes d'effets spéciaux et tout, mais enfin, je sais pas, c'est surtout le scénario qui me fait triper. Moi, à la limite, les effets spéciaux et tout ça, même si on peut même. Ça qui est intéressant, c'est que le film est, je crois, quasiment totalement fait en effet de. Sans CGI ni quoi que ce soit. Donc c'est sympathique, mais voilà quoi. Moi, c'est vraiment pas mon délire. D'ailleurs, en parlant de Fury Road, il faut quand même savoir qu'à la toute fin du jeu, une fois qu'effectivement Max a perdu tout le monde, c'est-à-dire Hope Glory, Hope étant, il me semble, sa love interest dans le jeu. D'ailleurs, on la voit très peu en plus. On te la fait passer pour la love interest de Max dans ce jeu, mais on la voit à peine. Bon, Chumbucket meurt et le Magnum Opus, c'est-à-dire la voiture de Chumbucket, est défoncée. Mais bon, Max retourne sur son Interceptor, il place la photo de sa femme et sa fille sur le tableau de bord, et il repart comme si le jeu ne s'était jamais passé. Mais bon, ce qui est sympa, c'est qu'on sait que juste après, il y a Fury Road qui commence. Donc voilà. Et effectivement, tu peux comprendre pourquoi Immortan Joe a le seum contre Max, puisque Scrotus, et on va parler de Scrotus, est son fils, et que il se fait buter. Alors, parlons un peu de Scrotus. C'est donc le seigneur de guerre brutal, que l'on verra effectivement tout au long du jeu, et le fils d'Immortan Joe. Il est donc effectivement en train de botter le cul de son propre chien, d'ailleurs, propre chien qui deviendra le chien de Max un peu plus tard dans le jeu. Bon, voilà, Scrotus c'est le grand méchant, comme la plupart des méchants de Mad Max, hélas. Il contrôle une grande partie du désert. Par contre, ce qui est vraiment sympa avec ce grand méchant, c'est qu'il se fait défoncer la bouche dès la cinématique d'introduction du jeu. Il se prend effectivement sa propre tronçonneuse dans le crâne, et tu te dis, mais attends, mais what? Comment ça? Le poste fin, c'est comme si tu jouais à FF7 et Sephiroth meurt dans l'intro. Tu te dis, mais what the fuck? Bon, finalement, et c'est là où effectivement tu vois le côté un peu dingo, le côté un peu complètement dingue de la franchise Mad Max, Scrotus survit, et en fait... il garde la lame de la tronçonneuse dans son cerveau, et en fait il la porte comme une couronne tout au long du jeu. Enfin je veux dire, bon, c'est quand même du n'importe quoi. Voilà, encore une fois, c'est pas un perso très intéressant, bon, voilà, mais il est quand même impressionnant. Et puis il y a le fait qu'il soit lié avec Immortan Joe, puisque c'est son fils, et voilà, ça permet au jeu donc de s'insérer dans l'univers de Fury Road. Moi je trouve ça quand même sympa. Bon, on va terminer cette vidéo tout de suite. Voilà, juste qu'en résumé, Mad Max est vraiment un jeu que l'on sous-estime et qui mérite bien plus d'attention, hein. Je veux dire, que vous soyez fan des films ou pas, hein, parce que moi-même je suis pas fan des films, et pourtant j'ai vraiment kiffé le jeu. Voilà, ce monde est excellent. C'est-à-dire que non seulement je suis pas un fan de Mad Max, mais en plus j'aime pas les mondes ouverts. Et pourtant j'ai kiffé le jeu, donc c'est pour vous dire quoi. Donc voilà, il y a tout dans ce jeu, visuel époustouflant, monde immersif, un truc engageante, boucle de gameplay sympathique. C'est vraiment une expérience de jeu sympathique, on va dire. Plus que sympathique. Bon. Alors les gars, je vous le dis, oubliez Furiosa pour un moment et plongez dans l'univers impitoyable du jeu Mad Max. Vous ne le regretterez pas. En attendant, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne financièrement si vous le pouvez. Prenez soin de vous, à la prochaine.